Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour mon bilan du mois de juillet et préparez-vous, il va être très conséquent puisque j'ai fait pas mal de lectures. Je vais quand même essayer de pas faire une vidéo d'une heure, enfin si ça sera une vidéo d'une heure mais peut-être pas d'une heure et demie, mais prenez un truc à manger, quelque chose à boire. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à liker la vidéo et on va commencer tout de suite. Donc ce mois-ci j'ai lu 13 romans, 0 graphique mais vraiment 13 romans. Je suis hyper contente, franchement je pensais pas lire autant. Je pense que le mois prochain ça sera drastiquement moins puisque je suis en vacances avec un enfant pendant 3 semaines, donc je ne suis pas sûre d'autant lire et puis j'ai envie de déconnecter beaucoup de choses dans mon cerveau. En tout ça me fait 6850 pages et franchement encore une fois ça va être mon plus gros mois je pense. Je n'ai jamais lu autant, en tout cas je ne me souviens pas avoir lu autant au nombre de pages etc, puisqu'il y avait quand même des belles pavasses, mais ça je vous en reparle après. Niveau format, j'ai lu 4 audios, 5 en numérique et 4 papiers. C'est assez diversifié, mais je suis contente d'avoir lu quand même 4 audios. À partir de septembre je ferai un petit peu moins de route, donc je vais baisser ce quota de livres audio, donc là j'en profite. J'ai été à peu près raisonnable puisque j'ai acheté 6 romans, voilà. C'est pour ça que je dis à peu près, mais je prépare mes piles à lire qui sont pour les prochains mois. Et j'ai lu 2 livres qui étaient hors de ma pile à lire. Mais il y en avait un où j'attendais de le lire justement en numérique pour savoir si je veux l'acheter ou pas. Et donc j'ai abandonné 2 romans, enfin j'ai un haul 2 romans. Il s'agit des 2 Charleston que j'arrivais pas à mettre, à sortir. Donc c'est le parfum des citronniers et nous reviendrons à la Havane. Bref, j'avais plus trop envie de les lire, donc j'ai décidé de les revendre et de les enlever de ma pile à lire. Donc ce mois-ci j'ai lu de l'historique, du thriller, de la romantasy, de la romance contemporaine, du contemporain, bref j'ai lu beaucoup de choses différentes puisque c'était pas un mois thématique et ma pile à lire a gravement baissé puisque je suis passée de 45 livres à 38. Donc je suis très contente d'être passée en dessous de la barre des 40. Voilà, il va falloir que je continue à baisser puisque j'aimerais beaucoup avoir une pile minimaliste et acheter les livres et les lire directement. Voilà, ça serait mon objectif. Niveau achat, du coup, j'ai reçu ma commande Hurlevent, donc j'avais précommandé le nouveau roman de Nora Lake, à savoir Les larmes de l'asphodèle, et j'en ai profité pour me commander un roman de S.A. Yarmon qui est Les fêlures de Wakefield Manor, et voilà, j'ai très envie de lire, mais je pense que ça sera parfait pour la saison automnale. J'ai également acheté et lu en même temps Deadlands, donc le tome 3 de la saga Savage Lands de Stacey Marie Brown. Voilà, je suis à jour dans cette saga. À chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort, sachant qu'il sort tous les 2-3 mois, je l'achète, je le lis directement et puis au moins il ne traîne pas dans ma pile à lire. Je vous en reparlerai juste après puisque c'était une de mes lectures du mois. J'ai fait un achat sur Vinted où j'ai trouvé 2 romans. J'ai trouvé Le Faucheur de sorcières de Charissa Wicks qui va être dans ma pile à lire pour mes vacances. Donc j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. Et la même vendeuse vendait Le Sanctuaire de l'ombre de Aurora Asher. Il me faisait très envie celui-ci aussi, j'ai vu qu'il était dans la même boutique, j'en ai profité, je me suis dit que comme ça réduisait quand même mes frais et je pense que j'en ai eu pour une vingtaine d'euros pour les 2, donc franchement c'est plutôt pas mal. En plus ils sont en très bon état et comme j'étais pas sûre à 100% d'accrocher, je préférais les acheter en occasion comme ça, voilà. J'économise un peu de sous. Et le dernier que j'ai acheté, il s'agit du dernier de Agnès Martin-Lugan, donc La Déraison, enfin le dernier sorti en poche, donc La Déraison. Vous savez que Agnès Martin-Lugan c'est ma source sûre
pour les vacances, donc voilà, je l'ai acheté pour pouvoir le prendre dans mes valises. J'ai quand même été assez raisonnable par rapport au mois dernier. J'ai quelques petites précommandes pour les prochains mois, mais j'aimerais encore un petit peu réduire mes achats, puisqu'en plus je vais avoir pas mal de lectures hors pile à lire, mais ça je vous en reparlerai dans les prochaines semaines. Niveau saga, j'en ai commencé 3 puisque j'ai commencé La guerre des cœurs égarés de Carissa Broadbent, je vais vous en parler juste après. J'ai commencé également la trilogie de Cassandra Clare, à savoir Les Dernières Heures, et j'ai commencé la trilogie de romances contemporaines de Jennifer Lerman Short, à savoir Ombre et Mystère. Celui-ci traînait dans ma pile à lire depuis 1000 ans et je suis très contente de l'avoir sorti. J'ai terminé 2 sagas puisque j'ai terminé la trilogie de Tessa Leoni, à savoir avec L'Osse de l'Ange, et j'ai terminé la saga Seasons de Morgane Moncombe, mais je vous ai déjà fait une vidéo sur cette saga. Je vous ferai quand même une chronique assez détaillée dans les prochaines minutes. Et j'ai continué 3 sagas, j'ai continué Les 7 Sœurs, où j'ai lu La Sœur disparue, donc il ne me reste plus qu'un tome, je suis très contente. Mon objectif de le terminer d'ici la fin de l'année, je pense que c'est largement faisable. J'ai continué aussi la trilogie du mal, encore une fois il me reste plus qu'un tome, j'ai lu donc In Tenebris, et j'ai continué Deadlands, donc je suis à jour cette fois-ci dans cette saga. Le tome 4 va sortir en septembre, je crois, août ou septembre, je sais plus. Et donc on va passer à l'update lecture et je vous parlais justement de Deadlands. On va commencer par lui. En effet, j'ai lu Deadlands, donc j'ai lu à cheval entre fin juin, début juillet, mais bon, j'ai terminé vraiment en début juillet. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire de Savage Lands, on suit un univers où il y a des fae et des humains. Il y a une guerre entre les fae et les humains, mais il y a une guerre aussi entre les différents territoires et les territoires sont comme l'Europe de l'Est. Donc on a la République tchèque, on a l'Ukraine, on a la Hongrie, bref, voilà. Et on va suivre Brexley, qui est une humaine qui a été élevée, enfin qui est orpheline, qui a été élevée par les parents de son meilleur ami. Le père de son meilleur ami est un grand commandant de guerre et du coup, elle et son meilleur ami vont devoir suivre l'apprentissage pour devenir soldats, pour contrer et battre les fae. Sauf que ils ont un petit passe-temps, c'est d'aller faire les voleurs dans les trains qui passent d'un monde à un autre, et Brexley va se faire prendre et se faire enfermer dans une grosse prison du côté des fae, une prison vraiment horrible, et j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, et je vous avoue que les tomes 2 et 3, j'ai pas retrouvé ce coup de cœur. En fait, je pense que j'aimais vraiment le côté prison, le côté dur de la prison. Alors, c'est quand même une fantaisie, une romantaisie, parce qu'on va pas se mentir, c'est de la romantaisie pure et dure, mais assez sombre, et c'est ce que j'aime dans cette saga, c'est que elle est vraiment dark, et c'est pas de la dark romance non plus, mais on est dans un truc où on va parler des morts, on va parler de pouvoirs assez particuliers, et il y a de la guerre dans tous les camps, donc on a le camp des humains, des fae, les différents humains aussi qui se battent entre eux, on a des camps de rébellion, et dans ce tome 3 on va vraiment suivre les différents clans aussi, on va en savoir un peu plus sur les différentes rébellions qu'il y a et ce que ça implique. On va en apprendre plus sur le passé de Brexley, sur ce qu'elle est vraiment. On a un gros tournant dans la relation entre Brexley et Warwick. Et voilà, qui enfin, et franchement, Stacey Marie Brown, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, vraiment. Je suis pas sûre qu'il y ait une relation qui soit décrite comme ça et qui soit aussi intense et aussi sonore. Mais voilà, on a vraiment un tournant dans cette histoire, que ce soit de la relation entre les deux personnages, ou même dans le lore, ou même dans le personnage de Brexley justement. On en apprend un peu plus sur son passé, sur ce qu'elle est vraiment, sur les pouvoirs qu'elle pourrait avoir, mais on se pose encore plus de questions aussi. On retrouve des personnages qu'on pensait
jamais retrouvés et on est content ou pas de les retrouver. Il y a toujours plein de trahisons, de complots, de... Voilà. En fait, chaque chapitre est un plot twist et fait d'action. Ils sont assez courts, entre guillemets, ils font moins de 500 pages quand même, mais on est en haleine pendant tout le roman. Je pense que j'ai adoré la mise en avant et le début de cette saga. Là, je suis un petit peu... je redescends un petit peu, c'est pas des coups de cœur, je passe des bons moments, mais c'est pas des coups de cœur et c'est pas des excellentes lectures, mais j'aime beaucoup cet univers. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup les... les évolutions des personnages. Ça apporte pas forcément de beaux messages, puisqu'on est vraiment dans de la guerre pure et dure, et que... on ne sait pas à qui on peut faire confiance ou pas, on ne sait pas vraiment qui est le méchant, qui est le gentil, on est un peu baladé à gauche à droite et franchement voilà, la fin m'a laissé pas de marbre justement, mais m'a donné envie de continuer la saga et d'avoir le tome 4 assez rapidement, mais en fait tous les tomes demandent à être binge-readé, sauf que on peut pas aller plus vite que la sortie. J'ai ensuite lu Un été pour te retrouver, donc le dernier tome de la saga Seasons de Morgane Moncomble. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la saga entière, donc voilà, je vais aller assez vite, mais je veux vous en parler si vous ne l'avez pas vu. Dans ce tome-là, on va suivre Jasmine, donc la 4e des copines du groupe de Camélia, etc. Qui est également la cousine de Lily du tome 2, justement, de l'hiver. Et dans ce 4e tome, elle est wedding planneuse et elle va organiser le mariage d'une de ses meilleures amies, sauf que elle se rend compte que au mariage il y a son ex. Ça fait 3 ans je crois qu'ils sont plus ensemble et elle a eu du mal à tourner la page et en plus il vient accompagner, donc elle va se dire il faut que je trouve quelqu'un pour m'accompagner, sauf que en fait il y a un espèce de quiproquo et donc la personne qu'elle invite était déjà invitée et déjà dans le groupe d'amis, mais Andrea, son ex, va se rendre compte qu'il a fait la plus grosse erreur de toute sa vie à quitter Jasmine et ça va être ce côté-là. En plus, les mariés ont décidé de pas faire une lune de miel normale, mais de faire une buddy moon ou un truc comme ça, je crois. Où en fait ils vont partir 2-3 mois avec leur groupe d'amis, donc en fait il n'y a que les 2 mariés, Jasmine, Andrea et une 3e personne, et ils font le tour de l'Italie pendant 2-3 mois. Donc elle se retrouve pendant 2-3 mois coincée avec son ex en petit comité, et donc ça va faire revivre tout plein de sentiments, tout plein de rancœur. Est-ce qu'ils doivent se remettre ensemble ou pas? Et donc on a un thème de fake dating déjà, mais également, parce que c'est assez rapide, mais de ex to lovers ou pas. Et je pense que c'est le tome que j'ai un peu moins aimé par rapport aux autres. Je pense que alors, il a des thèmes hyper forts, vraiment hyper forts, je sais que j'ai des amis à qui je ne le conseillerais pas, puisqu'il m'a trigger sur pas mal de choses, et je sais que j'ai un couple d'amis qui ont vécu ce qui se passe là-dedans, et je suis pas sûre de leur recommander ce livre. Le côté ex qui se retrouve m'a un peu décontenancée, mais je trouve que c'est quand même bien fait. J'ai pas trop aimé le personnage d'Andrea, vraiment. On a pendant tout le roman un je t'aime moi non plus, on se met ensemble mais non, mais oui, mais non. On sait que c'est une romance, donc on sait qu'il va y avoir une histoire d'amour. On sait pas trop ce qui s'est vraiment passé, le pourquoi du comment ils se sont séparés. Finalement, on l'apprend petit à petit parce qu'il y a des flashbacks. Les personnages à côté, le couple d'amis, il y a des moments où j'avais envie de les étriper parce qu'ils ont des réactions un peu brutale et un peu dure, je trouve, et voilà.
j'ai pas été méga hypée comme les autres. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, ça se lit vite, c'est du Morgane Moncomble, mais c'est pas mon préféré. J'ai adoré Jasmine, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé son personnage, comme j'aime beaucoup les 4 personnages féminins, mais alors le personnage masculin, j'ai pas pu le voir en peinture. Les personnages secondaires, à part un, je pouvais pas les voir en peinture non plus. On a une belle conclusion quand même où on retrouve les 4 filles qui se retrouvent, etc. Et c'est très très beau. On a une petite ellipse dans le temps pour avoir un peu leur futur et voir où elles en sont après, quelques mois après la fin de ce tome-là. Dans ses notes, Morgane Moncomble nous dit de pas spoiler, savoir si c'est une belle fin ou une mauvaise fin. Je suis assez d'accord parce que chacun doit se faire son propre avis. Je vais pas vous dire mon avis, mais si moi la fin me convient très très bien. Après, chacun a la sensibilité qu'il veut et peut dire si selon lui c'est une bonne fin ou une mauvaise fin. Ou une fin triste en tout cas. Mais voilà. Pas mon préféré, ça aborde quand même des sujets assez durs. Moi je vous avoue qu'il y a eu des moments où c'était assez compliqué. Mais j'ai beaucoup aimé voyager dans l'Italie, suivre un groupe de copains quand même si on sent qu'ils évoluent un peu différemment, ils n'ont pas les mêmes perspectives. Et j'ai trouvé ça très beau et je trouve que Jasmine était une femme très très forte et très très... qui voulait un peu mettre ses envies de côté mais qui se bat pour ce qu'elle veut et pour ce qu'elle ne veut pas en plus. Et pour ça j'ai trouvé ça très très beau et je trouve que ça conclut parfaitement cette saga. Je suis très triste que cette saga soit terminée parce que ça veut dire qu'il va falloir que j'attende 1 an pour avoir un nouveau Morgane Moncomble. Je m'étais habituée à l'avoir tous les 3-4 mois et je suis un peu triste du coup. Je vais me dépêcher parce que je vois que ça fait déjà 20 minutes, je vous ai présenté que 2 livres, donc ça va être très très problématique. J'ai lu La sœur disparue de Lucinda Riley, je l'ai lu en audio et je l'ai lu assez rapidement puisque je l'ai beaucoup aimé. J'ai eu un petit moment de flottement avec cette saga des 7 sœurs puisque si vous connaissez pas la saga des 7 sœurs, dans tous les cas je pense que je vous ferai une vidéo récapitulative sur toute cette saga, mais on suit en gros, c'est l'histoire d'un d'un vieux milliardaire suisse qui a adopté 6 filles dans tout le monde et qui a donné le nom des constellations des 7 sœurs, sauf qu'elles sont 6. Et donc les tomes précédents, chaque tome il est décédé, il faut que je vous dise les choses dans l'ordre, il est décédé et elles ont chacune reçu les informations sur leurs origines et donc elles vont chacune à leur tour et donc c'est sur chaque tome on a une sœur qui découvre ses origines, d'où elle vient et qui est reliée à une personne un peu dans le passé et donc on a tout un pan historique de ce côté là. Ici on connaît du coup les 6 sœurs mais on se rend compte que elles sont 6 et pas 7 et donc il y a la sœur disparue dans la constellation. Et donc les 6 filles vont chercher, avec quelques aides de leur père, il a laissé quelques informations quand même, et elles vont chercher la 7e sœur, et donc elles vont voyager à travers le monde. Et on sent qu'il y a une personne qui essaye de les fuir, qui essaye de fuir certains problèmes. Et donc on va suivre ces deux côtés-là. Le côté historique, on suit la guerre entre l'Irlande et l'Angleterre. L'Irlande veut rester indépendante et l'Angleterre veut tout englober, voilà, veut tout prendre, voilà. Et donc on a toute cette guerre-là avec l'IRA, etc. Et franchement j'ai beaucoup aimé. On voit vraiment différents paysages. On voit la Nouvelle-Zélande, on voit l'Irlande, on voit l'Angleterre, on voit le Canada. Enfin vraiment on navigue à travers le monde. Il y a une espèce de course-poursuite. On sent que le personnage qu'on suit dans le présent, enfin dans le présent, on est en 2009 je crois, mais quand même dans le présent, fuit quelque chose, fuit quelqu'un.
lien, elle a peur pour elle et pour sa famille. Est-ce que ça a un lien vraiment avec les 7 sœurs ou est-ce que ça n'a rien à voir? Vraiment il y a énormément d'intrigues là-dedans, on est sur un énorme pavé et pourtant je l'ai lu hyper rapidement, j'étais re-hypée par cette saga et j'ai beaucoup aimé ce tome. Je vous disais, les tomes précédents, j'avais eu des vrais flottements où j'étais pas attachée à certains personnages. Là, franchement, j'ai adoré, j'avais envie, j'étais happée par le mystère et j'avais envie de découvrir qui avait le lien avec ces sœurs-là, pourquoi le personnage qu'on suit fuit, pourquoi elle a peur, pourquoi elle revient après sur ses terres, qu'est-ce qui s'est passé dans son passé. Voilà, il y a plein d'histoires comme ça, il y a plein d'intrigues comme ça et franchement j'ai adoré. On est sur un énorme cliffhanger à la fin. Un énorme cliffhanger pour le dernier tome et j'ai hâte d'avoir l'histoire de Passault. Je pense que je vais me le prendre assez rapidement pour pouvoir le lire et terminer cette saga et je suis très contente de ça. J'ai lu ensuite un peu en lecture commune avec le Discord de Perfect Flow. On a lu Les braises de la guerre de Carissa Broadbent chez Lost Kingdom, donc c'est le tome 1 de La guerre des cœurs égarés. Regardez-moi cette beauté, vraiment. Voilà, je l'ai pris en collector puisque j'étais pas méga fan de la couverture brochée avec le personnage, etc. Et parce que Carissa Broadbent, j'avais adoré Le serpent et le descendant de la nuit. Alors là, on est dans quelque chose de complètement différent et j'ai été un petit peu déçue, je vous avoue. Dans cette histoire, on suit Tisana qui a été arrachée à sa famille, qui est devenue esclave et qui pendant plusieurs années va enchaîner plein de petites missions pour racheter sa liberté. Sauf que le jour où elle veut racheter sa liberté, parce qu'en gros elle a dit à son chef ouais bah je vaux tant, il a dit tu rigoles, si tu veux être libre, il faut tant de pièces d'or. Et elle a pris ça pour de l'acquis, hein, donc elle s'est dit je vais accumuler pendant les prochaines années toutes ces pièces pour racheter ma liberté, sauf que le jour où elle lui ramène ces pièces, il lui dit mais t'as vraiment cru que j'allais te libérer, tu restes mon esclave et tu fermes ta bouche. Sauf que ça va pas se passer comme ça et elle va réussir à s'enfuir et pour pouvoir sauver ses anciens amis et les anciens esclaves, elle va rejoindre les ordres et qui est une organisation de mages. Dans cette organisation, il y a différents types de mages et je sais plus comment ils s'appellent les différents. Bref, il y a différents types, en fait ils sont tous les deux mages, ils ont tous les deux des pouvoirs, mais par exemple il y en a un, les deux types de mages, par exemple pour réparer, il y en a un qui va faire appel au corps et donc ça sera un petit peu douloureux alors que l'autre un peu plus à l'extérieur, le mental, etc. Et donc voilà, c'est ce qui diffère. En plus, notre personnage a un vitiligo qui est mise comme fragmentée en fait et qui la différencie des autres en étant fragmentée, donc on se demande si elle n'est pas un peu des deux mages et qu'elle n'a pas un peu des deux magies et donc elle arrive dans l'ordre et elle demande à être reçue et à ce que l'ordre l'aide pour sauver ses anciens amis, les esclaves et ils vont lui dire que non en fait ça se passe pas comme ça et qu'il faut qu'elle suive l'enseignement pour pouvoir avoir de l'aide. Et donc elle va suivre un enseignement très accéléré et elle va être mise dans les pattes de Maxentarius. Lui, il veut pas en entendre parler, il est dans les ordres mais il a pris sa semi-retraite, on sent qu'il s'est passé quelque chose et donc il est contre tout. Donc au départ il va pas vouloir l'aider et puis il va finir par la former, elle va passer des épreuves, etc. Et il y a tout un aspect de guerre derrière entre différents peuples, entre différentes morceaux du monde. Alors, dans cette histoire, en fait cette histoire est en deux parties. On a toute la partie apprentissage qui est hyper longue, vraiment
J'ai beaucoup aimé le début avec le rachat de sa liberté. Je le pose parce qu'il est très très lourd. J'ai beaucoup aimé le début avec le rachat de sa liberté, tous les questionnements qu'il y a à côté, sa fuite, son arrivée à l'ordre, etc. Au moment où elle arrive dans l'ordre et qu'elle va devoir apprendre à développer ses pouvoirs et à contrôler ses pouvoirs, j'ai trouvé que le temps était hyper long. Et je sais qu'on est toutes à avoir trouvé le temps hyper long. Je pense qu'on aurait pu vraiment raccourcir, même si je trouve que c'est important parce qu'on voit le développement des personnages, on voit le développement des relations entre Tisana et Max Fantarius, avec Max. Au départ, ils se parlent pas, ils peuvent pas se taquer et tout, et il va finir par quand même la prendre sous son aile, développer des sentiments amicaux, et on sait qu'après ça va se développer autrement, mais vraiment à part avoir ce côté de relation qui se tisse, franchement c'est long. C'est très très long et il va y avoir l'épreuve et ça va avoir tout un tournant différent où c'est hyper complexe, hyper noir, hyper dense. Vraiment, on est dans un univers, dans un système de magie assez dense. Et beaucoup plus dense que ce qu'on peut voir en romantasy de base et vraiment plus dark. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très sombre, de très complexe, enfin vraiment il faut être concentré pour tout comprendre, surtout sur la deuxième partie où on va avoir un élément déclencheur, où on va avoir plein de réponses sur Max, sur le passé de Max, pourquoi il est en désaccord avec les ordres, sur comment elle va aider les ordres et comment les ordres vont l'aider. Il va y avoir des scènes de combat, des scènes de sacrifice, et vraiment la deuxième partie est beaucoup plus rythmée mais très dense en informations. On vous balance toutes les informations et il faut les digérer, et j'ai trouvé ça un peu lourd. Je suis très très intriguée par la suite parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et on apprend beaucoup de choses, et il y a des relations amicales, amoureuses qui se mettent en place. On retrouve des personnages du début. Vraiment, je suis très intriguée pour la suite, mais je vous avoue que je m'attendais à un livre un peu addictif comme j'ai eu avec Le Serpent et le Descendant de la Nuit où j'ai adoré. Là, j'ai bien aimé, mais j'avais l'impression d'avoir un gros bloc sur moi et en me disant maintenant digère. La suite sort en décembre et j'espère que je me souviendrai assez des choses, parce que j'ai pas envie de le relire, assez des choses pour pouvoir le continuer. Mais j'avoue que si j'en ai un à vous conseiller entre celui-ci et le Serpent et le Descendant de la Nuit, je vous conseille 1000 fois Le Serpent et le Descendant de la Nuit. J'ai préféré quand même les personnages, même si Max, j'ai adoré Tisana. Ça dépendait des moments, mais Max j'ai adoré, mais dans le Serpent et le Descendant de la Nuit, j'ai préféré les personnages, j'ai préféré les actions, j'ai préféré le world building. Il est beaucoup plus digeste. Celui-ci est très très indigeste quand même, mais je vous le conseille quand même parce que c'est à lire, mais il faut savoir que c'est quand même plus sombre, c'est quand même plus dense, et ça n'a rien à voir avec Le Serpent et le Descendant de la Nuit. J'ai écouté ensuite Le Loupin de Jacques Sausset que j'avais rencontré à Noir-sur-Ormesson. Voilà. J'ai eu ma petite dédicace, c'était pas une rencontre phénoménale pour moi, mais c'était un de ces seuls one-shot qu'il y a. Donc on va suivre un vétérinaire. Voilà, un vétérinaire qui est marié et qui trompe sa femme. Voilà. Il y a eu un accident dans leur vie et ils ont du mal à grandir de ça, et donc il trompe sa femme, et un soir où il trompe sa femme, il va en rentrant être le témoin d'un meurtre, il va être pris en course-poursuite, etc. La course-poursuite va finir sur d'autres morts, et on va avoir un personnage qui a réussi à réchapper à cette course-poursuite, qui va tuer tout le monde autour. C'est-à-dire qu'il va prendre la voiture du vétérinaire et il va partir avec, il va tuer sa femme, il va tuer l'autre vétérinaire avec qui il travaille, bref il va tuer tout ce qu'il y a autour, et tout va
incriminer ce vétérinaire-là. Et donc on va suivre les différents points de vue, on va suivre le vétérinaire, on va suivre le personnage qui s'est enfui, et on va suivre également une enquête, enfin 2 parties d'enquête. Donc c'est l'enquête justement sur cette course-poursuite, sur les morts, sur ceci, sur tout ce qui pousse les flics à aller vers le vétérinaire. Et on va suivre aussi une petite fille qui trouve un animal, un chien je crois, qui trouve un animal et qui va attraper une maladie avec cet animal, et on va se rendre compte qu'il y a toute des bêtes avec des maladies qui sont rentrées sur le territoire français, et c'est vraiment des armes biologiques, hein, vraiment. Et donc on va suivre cette enquête là. J'ai plutôt bien aimé ce roman, c'est une bonne première approche de Jacques Sausset. Ça n'a pas été un énorme coup de cœur, il y a des choses que j'ai vues un petit peu arriver et voilà, j'étais pas hyper attachée à cette histoire. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses où je ne me souviens plus, mais j'ai trouvé que c'était bien fait. Tous les enchaînements, tout ce que met en place le meurtrier justement, pour que tout coïncide, pour que ce soit le vétérinaire qui soit mis en cause. Vraiment, je trouve que l'enchaînement était bien, était fluide, était cohérente, était intelligente. Je pense que je vais lire d'autres romans de Jacques Sausset pour me faire des idées. Après, il n'a pas beaucoup de one-shot, mais voilà, c'était une bonne première entrée en matière. C'est très très gore, vraiment les meurtres sont dégueulasses, mais ça se lit bien, ça se lit vite, ça s'écoute bien aussi, du coup ça s'écoute vite, on est happé dans l'histoire, mais voilà, ce sera pas le meilleur thriller que j'ai lu, mais je suis très curieuse de pouvoir en découvrir d'autres. Je suis vraiment désolée, ça va durer une éternité cette vidéo. J'ai lu en lecture commune enfin avec ma petite Sandra Chain of Gold, donc la chaîne d'or de Cassandra Clare. Donc là j'ai la version que j'avais pris chez Illumicrate. Ouais, Illumicrate. Donc je pense que je vais me prendre les autres sur Vinted de Illumicrate aussi. Je vais voir ce que je fais. Parce que j'ai adoré cette histoire, vraiment. Alors je l'ai lu en français, en e-book. Mais franchement, j'ai trop aimé. Dans cette histoire, on va suivre les enfants des personnages de Renaissance, donc de The Infernal Devices. Non, pas Renaissance, Origine, de The Infernal Devices, donc dans les années 1900. On est vraiment sur une ère victorienne, et ce que j'avais pas aimé dans The Infernal Devices, c'était tout le côté steampunk. Là, on n'a pas de côté steampunk, on suit du coup les enfants, les différents enfants. D'ailleurs, j'ai été un petit peu perdue, donc heureusement que Sandra m'a trouvé un petit arbre généalogique pour avoir les liens entre les différents amis, cousins, frères, sœurs, bref. Voilà, puisqu'il y a quand même pas mal de jeunes, et on va suivre donc James, Cordelia, Lucy, Matthew, etc. qui sont dans un monde où il n'y a plus trop de menaces de démons depuis que leurs parents ont agi, et jusqu'au jour où ils vont trouver des démons qui attaquent même en pleine journée et qui les attaquent à eux. Et c'est assez particulier, on se demande un peu pourquoi, sachant qu'en plus James et Lucy ont un père qui est chasseur d'ombre et une mère qui est à moitié sorcière, à moitié chasseuse d'ombre. Ils ont quand même réussi à avoir des enfants, mais ils ont les travers du côté sorcière, puisqu'ils sont issus leur grand-père en gros est un grand démon, un grand démon. Ils savent pas trop qui c'est, mais ils savent que c'est un grand démon. Et du coup James arrive à passer le voile vers les morts, et Lucy voit les fantômes. Et donc c'est très très important pour la suite de l'histoire, et donc on sent qu'il y a tout un truc autour d'eux aussi. De toute façon c'est les personnages principaux. On a différents points de vue, puisqu'on a James, on a Lucy, mais on a également Cordelia. Cordelia a toujours vécu à Idris, donc la terre des Shadowhunters, et là elle va arriver à Londres parce qu'elle doit s'entraîner avec Lucy, puisque c'est la future parabataille de Lucy.
Si vous connaissez pas l'univers des Shadowhunters, je vous ferai une vidéo dans pas si longtemps que ça sur tout l'univers des Shadowhunters. En tout cas, les chasseurs d'ombre ou les Shadowhunters sont là pour protéger les humains des démons. Il y a des pactes avec des créatures obscures comme les vampires, les sorciers, les loups-garous, les fées. Et les parabatailles, en gros, c'est deux amis très proches qui vont lier leur vie l'une avec l'autre. Et donc voilà. J'ai adoré, vraiment. Alors au départ j'étais vraiment perdue, donc heureusement que j'avais rapidement l'arbre généalogique, mais j'ai été hyper hypée par cette histoire, j'ai adoré. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré leur amitié. Il y en a certains que j'avais envie d'étrangler, il y en a certains que j'avais envie de tuer, il y en a que je déteste à la mort. Vraiment, mais c'est un très très bon premier tome et je sens que je vais adorer cette saga. Je suis très contente de replonger dans vraiment les histoires des Shadowhunters. Et il me tarde de pouvoir lire le tome 2. C'est une trilogie et voilà, je vais pas vous en dire plus puisque vraiment je vous ferai une vidéo sur ce sujet là, et parce que j'ai l'impression que la vidéo va durer déjà 1000 ans, mais en tout cas vraiment il faut vraiment avoir lu les différents recueils de nouvelles, il faut vraiment avoir lu pas mal, enfin vraiment c'est dans les derniers à lire cela, mais ouais j'ai adoré, en fait j'aime beaucoup l'ère un peu victorienne, mais sans avoir les machines. Franchement on est à Londres, on a les belles tenues, on a encore les principes de mariage, les principes de pas fricoter, de bienséance, etc. Et j'aime beaucoup ce côté-là. Et c'est ce que j'avais bien aimé justement dans les origines, mais le côté steampunk m'avait complètement refroidi. On continue avec les livres disparus de la 5ème avenue de Fiona Davis, que j'ai encore une fois écouté en audio et que j'ai adoré. Je m'attendais tellement pas à ça, vraiment j'avais pas vraiment d'attente, mais je m'attendais pas à ça. On suit deux temporalités différentes. Donc on va suivre Laura Lyons en 1913 et Sadie Donovan en 1993. Laura Lyons est une femme au foyer au début, son mari travaille à la bibliothèque et ils vivent dans la bibliothèque, et elle va décider de reprendre ses études pour devenir journaliste. Elle est très brillante, elle y arrive, enfin elle arrive à rentrer en journalisme et elle se rend compte qu'il y a des sujets très très importants qui sont tus. Elle sent la différence entre elle, femme, les sujets qu'on lui donne et les sujets qu'on donne aux hommes. Donc il y a une grosse part de féminisme là-dedans et de bataille pour les droits des femmes, et ça va vraiment s'amplifier de plus en plus. Et on a Sadie Donovan qui va devoir travailler, elle est conservatrice dans la bibliothèque de New York, et elle va devoir travailler sur une exposition sur sa grand-mère, donc Laura Lyons, la célèbre Laura Lyons, et sauf que personne n'est au courant que c'est sa grand-mère. Et en fait, dans les deux temporalités, il y a des livres très précieux qui sont volés. Et on va avoir toute cette enquête de pourquoi ces livres sont volés, qui est-ce qui a bien pu faire ça, est-ce qu'ils vont réussir à les retrouver, etc. Sachant que Sadie a réussi à avoir ce poste, elle était un peu en concurrence avec quelqu'un d'autre, donc tout porte à croire que c'est l'autre personne qui se venge en disant j'ai pas eu mon exposition, voilà je vais voler des trucs. Mais bon, on sait très bien que c'est pas vraiment ça. Et vraiment, ouais, j'ai adoré, parce qu'en fait, on va pas juste parler de livres qui sont disparus. Déjà, c'est des gros livres qui sont disparus. Il y a pas mal d'actions, de cliffhangers, etc. Mais on va parler aussi du droit des femmes, de la place de la femme dans la société, puisque on est quand même en 1913 et il y a beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui qui n'étaient pas d'actualité là-dedans. On a des relations saphiques, enfin vraiment il y a des choses, je m'y attendais pas du tout, je m'attendais pas à retrouver autant de thèmes. Vraiment la différence entre la femme et l'homme est très présente, et un peu encore en 1990, mais voilà, on est un peu plus dans l'époque moderne, mais
Laura a fait des très très beaux articles et va se faire piquer ses devoirs de classe au titre d'un homme, et enfin par un homme, et signé par un homme, et c'est toute cette révolution aussi, c'est ce cassage de code de la femme au foyer qui s'occupe des enfants, qui a un mari et qui est bien dans sa vie et qui n'a pas le droit d'étudier, qui n'a pas le droit d'être un peu plus que ça, et franchement je l'ai trouvé vraiment excellent. J'ai adoré, j'ai été très hypée, j'avais pas vu venir tout ce que ça présageait. J'ai pas vu la conclusion arriver non plus, et je peux que vous recommander ce roman, vraiment, qui ne parle pas que de livres, qui ne parle pas que de bibliothèque, mais qui parle de sujets beaucoup plus forts et intéressants. J'ai ensuite lu Le Sceau de l'Ange de Lisa Garner, donc le dernier tome de la saga de Tessa Leoni, et je vous avoue que j'ai eu une petite déception, une moitié déception sur celui-là. On va suivre dans cette histoire Nicole qui a eu un accident de voiture, et elle va sortir de cet accident de voiture en disant il faut retrouver Véro, j'ai perdu Véro, il nous a fait du mal, j'ai perdu Véro. Et en fait quand il parle, elle nous dit limite que c'est sa fille, et quand on parle au mari, le mari dit qu'en fait elle n'a jamais eu de fille, ils ne connaissent pas de Véro, qu'elle a des problèmes mentaux puisque elle a fait plusieurs attaques cérébrales, elle a eu des accidents, elle est tombée dans les escaliers, etc. Et il y a toute une intrigue là-dessus de pourquoi, qui est-ce que c'était Véro. Et la jeune femme va commencer à parler du fait que Véro était une petite fille qui a été perdue, qui a été rachetée pour un peu se prostituer, et on va avoir tout ce pan-là qui va s'ouvrir. Alors, en fait, encore une fois, la première partie, j'ai trouvé ça un peu long, j'ai failli l'abandonner, je vous avoue. J'ai failli abandonner la première partie. En plus, on voyait absolument pas de Tessa Leoni, elle était pas du tout dessus, et il y a un élément déclencheur qui fait qu'elle arrive sur l'enquête dans la deuxième partie, et qu'il y a un autre dynamisme, une autre dynamique. En plus, on a un personnage de Nicole qui se souvient plus de rien, qui a des mémoires qui flanchent, donc c'est assez compliqué d'avoir une enquête là-dessus. C'est pas l'enquête que j'ai préférée, pourtant le dénouement je l'ai adoré. Vraiment, on sait pas trop où on va au début de ce roman, et finalement on parle de sujets assez vastes, assez diversifiés et assez difficiles, hein. On parle d'enlèvement d'enfants, on parle de prostitution d'enfants, on parle de maisons où il y a une matriarche qui vend ses petites filles à des jeunes monsieur, enfin de vieux monsieur surtout, et qui en fait son business. Et on a tout le côté aussi savoir si Nicole à l'heure d'aujourd'hui n'est pas un peu sous l'emprise de son mari. Bref, il y a pas mal de sujets. La fin m'a mis vraiment les boules, j'étais triste de cette fin. Je suis quand même contente d'avoir lu ce troisième tome. Je peux pas vous en dire plus parce que ça serait vous spoiler, on parle quand même de ce qui s'est passé aussi dans le premier tome, mais j'aurais voulu un petit peu plus de Tessa Leoni que je n'ai pas vraiment eu, donc voilà, c'est pas très grave, mais c'est comme ça. J'ai ensuite lu 2 livres qui n'étaient pas dans ma palle, donc je vais vous en parler. Je me suis mis sur le Discord de Partners in Books, géré par Lucia Lu entre autres, et parce que j'ai vu qu'ils faisaient une lecture commune sur Emily Henry, donc Happy Place. Je l'avais mis dans ma pile à lire du mois d'août, finalement je l'ai lu un peu plus tôt, mais avant j'ai lu une lecture commune un peu sauvage qui n'était pas du tout prévue, mais c'est un livre que j'avais très envie de lire. Il s'agit de Normal People. C'est un court roman contemporain, donc c'est de Sally Rooney, et c'est vraiment un ovni ce roman, c'est-à-dire que sur le papier il avait tout pour ne pas me plaire. On suit des personnages qui ont des problèmes un petit peu, on a des bonds dans le temps, voilà, on a des bonds dans le temps, on n'a pas vraiment, on a des discours indirects
parce qu'il n'y a pas de tiret, ouvrez les guillemets, etc. C'est nanana a dit ça, patati patata. Enfin, vraiment, c'est tourné d'une manière qui ne me plairait pas, et pourtant j'ai beaucoup aimé cette histoire. On va suivre Marianne et Connell, qui sont des jeunes lycéens. La mère de Connell travaille est femme de ménage pour la famille de Marianne, donc ils ont rien à voir, vraiment, ils n'ont rien en commun. Connell sa mère a eu Connell en étant très jeune, à 16 ans, elle n'a pas d'études ni rien, donc elle a fini femme de ménage. Pourtant elle donne toutes les clés pour que son fils puisse réussir. Et Marianne, elle, n'a pas l'amour de sa famille, puisque sa famille est détestable, mais elle a pas de soucis d'un point de vue argent. Et ils vont commencer à avoir une relation intime dans le privé, mais ils vont s'ignorer dans le public. Et en fait, on va suivre sur plusieurs points pendant plusieurs années la relation entre Marianne et Connell, je t'aime moi non plus, ils sont ensemble, ils se déchirent, et c'est que ça, vraiment c'est que ça. Mais on va parler de sujets assez forts et qui m'ont happée, qui m'ont bouleversée. En fait, on est vraiment happé dès le début. On a envie de savoir comment ils vont finir. Un coup ils sont ensemble, il y a des non-dits, il y a des incohérences, il y a entre eux en tout cas. Et c'est vraiment la relation qui se déchire d'elle-même alors qu'ils ont tout pour que ça fonctionne en fait. S'ils mettaient un peu de l'or, ça serait une relation qui fonctionne hyper bien, mais ils ont peur du regard de l'autre, et puis ils ont peur de la réaction de l'autre, ils ont peur de se montrer en public parce que ça voudrait dire assumer leur relation aux yeux de tout le monde, sauf que ils ont rien à voir, donc voilà, on va s'ignorer alors qu'on couche ensemble. Et franchement, voilà, j'ai trouvé ça hyper bien, j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai été un petit peu frustrée à la fin puisque on a une semi-fin ouverte, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents, mais voilà, semi-frustrée, voilà. Je dirais pas plus que ça, j'étais semi-frustrée, pas frustrée complètement, et ouais, j'ai trouvé leur relation et les évolutions hyper belles, j'ai trouvé le fait qu'ils se suivent durant les années, que tout évolue, qu'ils soient là l'un pour l'autre, malgré tout ce qui s'est passé. Voilà, je trouvais que cette relation passait hyper mal, de façon hyper toxique, mais c'est la parfaite conclusion de les bonnes personnes mais pas au bon moment à chaque fois. Et en fait il y a toujours des éléments qui font que c'est pas les bons moments, mais ils finissent par se retrouver, mais il y a toujours des choses qui font que ils peuvent pas continuer ensemble, et c'est que ça. Et franchement on dit comme ça, c'est chiant, c'est nul, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que ça marche. Et vraiment, je vous recommande, c'est assez court, ça fait même pas 300 pages je crois, mais faites-vous votre propre idée de ce roman, et voilà. Et je suis du coup très contente d'avoir pu le lire, je l'ai lu assez rapidement, et vraiment j'étais dans l'histoire, alors qu'il se passe pas énormément de choses, il se passe des choses, mais dans la vie des uns des autres, mais c'est pas un livre d'action, et je me suis pas ennuyée une seule seconde. Et donc j'ai lu ensuite Happy Place de Emily Henry, et on va suivre un peu le trope de Un été pour te retrouver, c'est-à-dire que on a deux personnes qui étaient en couple pendant des années, et ça fait 5 mois qu'ils se sont séparés. Je me souviens même plus des personnages, du prénom des personnages. Et en fait la jeune femme va partir en vacances avec ses amis, et elle s'est un peu mis d'accord avec son ex pour dire moi je prends telle semaine et l'autre je prends l'autre semaine. Les amis ne sont pas au courant qu'ils ne sont plus ensemble, ils formaient un groupe de 6, et ils ont un peu peur de le dire parce que ça pourrait briser ce groupe de 6. Sauf que en fait quand elle arrive en vacances, ses amis vont lui faire une surprise, tadam, il y a ton mec. Sauf qu'en fait personne n'est au courant que c'est son ex, et donc
Comme ils disent qu'en gros, comme ils annoncent en gros que c'est le dernier été qu'ils vont passer à cet endroit-là puisque la maison va être vendue, que à la fin de la semaine il y a un mariage, bah du coup ils veulent pas casser l'ambiance et ils vont décider de ne toujours pas dire qu'ils ne sont plus ensemble. Sauf que bah du coup il y a des comportements assez particuliers. Le jeune homme va avoir des propos et des interrogations et des gestes qu'un ex ne fait pas, et en fait on se dit mais attends, vous êtes plus ensemble, pourtant ton comportement est très très bizarre, déjà pourquoi vous êtes plus ensemble, vous aviez tout pour être bien, et en fait ce personnage m'a cringe, le personnage masculin m'a cringe dès le début, et je me suis dit un peu lourdingue le garçon quand même, et tout le monde... Enfin, il y a eu beaucoup d'abandon, il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu beaucoup de mitigés, mais il n'y a jamais eu un coup de cœur dans toute la LC qu'on a fait. Moi, j'ai été assez déçue, mais un petit peu mitigée. C'est-à-dire que la situation m'a mis un peu mal à l'aise. En fait, comme j'avais lu Un été pour te retrouver avant, du coup, bah, je l'ai pas mal comparé, et je trouve qu'il est moins bien qu'Un été pour te retrouver. Dans la même thématique, je trouve qu'il est moins bien. Il y a beaucoup de moments où j'étais très mal à l'aise, où je me suis dit bah... En fait, on apprend petit à petit ce qui s'est passé dans leur passé, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mis ensemble, pourquoi ils se sont séparés, mais ça vraiment tout au long du livre, et en même temps on suit le présent avec toute la nostalgie de ah oui mais tous les étés on faisait ça, tous les étés on faisait ça, de la bande d'amis. Il y a des personnages que j'ai eu beaucoup, pour lesquels j'ai eu beaucoup de mal. Il y a un personnage que j'ai adoré, vraiment un personnage féminin que j'ai adoré parce qu'on la sent bienveillante, sincère et voilà. Et en fait, tout est basé sur des non-dits, sur de la non-communication. Et en fait, j'ai trouvé ça triste, je trouvais ça... dommage, et je trouve que tout part de quelque chose où en fait on ne se dit pas les termes, et moi c'est pas le genre de relation que je prône, et je suis assez d'accord sur l'avis de Lucie, même si j'ai été un petit peu plus nuancée parce que en gros je partais de rien. C'est-à-dire que Amelie Henry, j'en ai entendu beaucoup parler, un peu comparé à Ali Hazelwood, comme quoi c'était les nouvelles autrices de romance, etc. Donc j'avais quand même des attentes, mais pour moi c'était des lectures estivales, donc des lectures où on pose un petit peu le cerveau. Et de ce côté-là, j'ai été servie. Vraiment, si tu veux poser ton cerveau, passer un bon moment avec un groupe d'amis qui font des activités, avec des petits thèmes un peu sérieux quand même, mais voilà, ça marche bien. Par contre, si on veut creuser un peu plus fort, c'est très problématique, c'est très compliqué. Je vous avoue que j'ai rien contre les trucs problématiques, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, et chacun voit midi à sa porte. Les choses que nous on trouve problématiques, ça se trouve vous allez pas les trouver problématiques. Mais selon moi, la relation n'est pas saine, il y a eu une séparation pour une raison, pour beaucoup de non-dits et de pas de communication. Les sujets abordés peuvent être assez forts, puisqu'on va parler quand même de deuil, de dépression, etc. Mais justement, en fait, ça, le fait de la dépression, qu'elle soit justifiée, enfin qu'elle justifie certaines choses, je trouvais ça un peu facile, je trouvais ça un peu dommage, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus fort, un peu plus... Alors je dis pas que la dépression c'est pas un sujet hyper fort ou hyper triste ou quoi, mais je trouvais qu'elle allait un peu trop dans la facilité, et vraiment... Tout est une question de non-dit et de non-communication, et ça ne marche pas ni en amitié ni en amour, et ouais, j'ai trouvé que c'était un peu facile, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient un peu border quand même, et du coup ça a un peu entaché ma lecture. Je trouve quand même que la plume est fluide, qu'elle est addictive, qu'on a envie de connaître la suite. En tout cas moi j'avais envie d'aller au bout, j'ai pas eu envie de l'abandonner, je sais qu'il y en a plein qui l'ont abandonné. J'ai pas eu envie de l'abandonner, je l'ai lu assez rapidement, en 2-3 jours il était lu. Je pense qu'il fallait pas que je le fasse traîner sur une semaine comme c'était prévu au début, parce que j'aurais eu beaucoup plus de mal.
Mais ouais, je suis déçue parce que j'entendais tellement parler d'Emily Henry que je me suis dit bah vas-y, ça va être la nouvelle Morgane Moncomble et je vais adorer. Et en fait, j'ai pas spécialement apprécié ma lecture et voilà, bah, c'est comme ça. Mais ouais, c'est un petit peu dommage quand même. Plus que 3 livres et je vous laisse là, dans tous les cas. De toute façon, il y a les chapitrages, donc n'hésitez pas à repartir pour revenir. J'ai lu le dernier Nora Lake des éditions Hurlevent, donc c'est Les larmes de l'Asphodèle. Nous sommes ici sur une réécriture de Orphée et Eurydice d'un point de vue un peu plus contemporain. On va suivre également Hadès et Perséphone. Si vous ne connaissez pas le mythe, le mythe d'Orphée et Eurydice, c'est Orphée et Eurydice qui se marient, sauf que la jeune femme se fait tuer au lendemain en gros de leur mariage et Orphée va tout faire pour récupérer Eurydice des enfers. Il va profiter que ce soit un musicien pour appâter Hadès et Perséphone et Hadès va dire ok tu peux la récupérer, par contre le temps que tu remontes jusqu'à la surface de la terre tu ne dois pas te retourner, sinon dès que tu te retournes Eurydice sera à jamais aux enfers et il veut voir si elle la suit, donc instinctivement il va se retourner, donc il va perdre Eurydice à tout jamais. Dans cette histoire, Eurydice est une nymphe, elle grandit avec des nymphes et elle est issue de la naissance entre 2 femmes. Voilà, il y a une relation entre 2 femmes, Zeus est jaloux d'une des femmes, sauf que du coup il va vouloir les séparer et Héra, dans un acte de gentillesse et de bravoure, va décider de faire enfanter une des 2 femmes, et donc ça sera vraiment la relation entre les 2 femmes de base. Héra, elle a juste mis un peu de magie dans le ventre d'une des 2 femmes, mais Eurydice est bien la fille de ces 2 femmes, sauf que du coup elle n'est pas au courant, sa mère meurt en couche je crois, et donc elle va être élevée avec les nymphes. Elle va sentir qu'elle est un peu différente, en plus les nymphes sont vraiment ont des relations très particulières avec la nature, avec la beauté, avec leur corps, elles ont des relations sexuelles entre elles, enfin bref, voilà, elles sont là pour... Et elle s'est toujours sentie à part, et elle va rencontrer Orphée qui revient de sa quête de la Toison d'Or avec Jason, avec Médée, etc. Donc on voit également tout le côté Jason, Médée, la revendication au trône, etc. Et donc elle va tomber amoureuse de Eurydice, et au lendemain de leur mariage, elle sent qu'il y a un truc qui est quand même particulier. Elle aime Orphée, mais elle sent qu'elle n'a pas non plus les désirs qu'elle devrait avoir, et donc elle va finir par se faire mordre et arriver aux enfers, et on va suivre également le point de vue de Perséphone aux enfers avec sa relation avec Hadès, la place qu'elle a en tant que reine des enfers et la place qu'on ne lui laisse pas forcément. Elle essaye d'imposer sa place et voilà, j'ai plutôt bien aimé ce roman. J'ai préféré des cendres sur tes mains. Ce roman est très très poétique, c'est-à-dire que ça va bien avec le sujet de mythe. On est sur une très belle plume, très descriptive, très dans la beauté et pas forcément dans l'action, vraiment quand on pense aux mythes, aux mythologies, aux écritures très descriptives, très poétiques, là on est dessus. C'est pas les plumes que je préfère, du coup j'ai pas été happée dans l'histoire à dévorer les pages comme j'ai eu dans Les cendres sur tes mains, même si on avait déjà un peu cette plume là. Le côté un peu plus gothique m'avait un peu plus happé que le côté mythologie. J'ai beaucoup aimé la réécriture et la réinterprétation de Nora Lake. On sent qu'elle est très renseignée sur les mythes, sur la mythologie grecque et sur les références. On a plein de notes de bas de page qui nous expliquent et qui nous permettent d'être au mieux dans notre compréhension de l'histoire. J'ai beaucoup aimé la perception, la réinterprétation de ce mythe-là avec les différentes relations, qu'elles soient saphiques ou
hétérosexuel. Les différentes romances sont très très bien jouées et ouais, franchement, ça l'a plutôt fait. Voilà, je suis pas candidate à 100% puisque vous savez peut-être, mais moi les lectures poétiques c'est pas trop mon truc, c'est pas ce que je préfère, c'est pas sur lequel je vais avoir les plus gros coups de cœur. Si vous aimez les textes comme Sorcery of Thorns, comme Erin Morgenstern, un peu vraiment poétique et qui joue tout dans la description, dans la beauté, dans la poésie des mots, bah franchement vous allez être servi. En plus, on parle de mythologie, donc vraiment, on est dans un univers qu'on connaît plus ou moins, où on est renseigné plus ou moins. Moi, j'ai été très contente de lire enfin un roman sur Eurydice et Orphée. Alors, on voit beaucoup d'Hadès et Perséphone. Alors là, ils sont présents. Perséphone est plus présente qu'Hadès, où on a vraiment un point de vue sur Perséphone. En fait, on a un point de vue sur Orphée, sur Eurydice et sur Perséphone. Et tout se met bout à bout. Et ouais, franchement, j'ai bien aimé. C'est pas mon préféré des éditions Hurlevent, mais je suis très contente d'avoir pu le lire. Allez, les deux derniers, j'ai lu In Tenebris de Maxime Chatham, donc le tome 2 de la trilogie du mal, pardon. On va suivre Annabelle qu'on avait suivi dans La Promesse des Ténèbres, donc le préquel, voilà, donc quelques années après, quelques mois après, non ça fait 1 an et demi je crois après, son mari a disparu. Si vous avez lu La Promesse des Ténèbres, on a toute l'explication de la disparition de son mari, et ils vont retrouver une jeune femme dans un parc complètement scalpée et vraiment terrifiée. Ils vont trouver à côté d'autres scalps, d'autres femmes, donc ils vont se rendre compte que il y a d'autres femmes qui ont subi la même chose. Elle est complètement déboussolée, elle a été enlevée et bien mutilée, et Annabelle va rapidement réussir à trouver l'endroit pour lequel, duquel elle s'est échappée, et le coupable, mais en arrivant sur les lieux, elle voit une trentaine d'images d'autres personnes, et donc elle se dit que c'est pas le seul à avoir agi, et qu'ils sont un groupe à avoir fait ça, et qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense, sachant qu'en plus dans cet appartement il y avait des corps complètement morts dans des baignoires, etc. Et on va partir dans les enfers, voilà, et on va avoir Joshua Brolin qui lui était dans l'âme du mal, qui va se greffer à cette enquête, puisque lui il est devenu détective privé et il a été engagé pour la disparition d'une des jeunes femmes qui a sur les photos justement, et donc leur enquête se rejoignent. J'ai préféré, je vous avoue que j'ai préféré au premier tome, je l'ai trouvé beaucoup plus vivant, j'ai préféré l'enquête en elle-même. Maxime Chatham, c'est quand même pas mon auteur préféré de thriller, vraiment, je me le dis en le lisant. Ce que j'aimais beaucoup dans ses livres, je les ai tous lus en audio, ce que j'aimais beaucoup c'était l'audio, et là ils ont refait les audios, donc on n'a plus le même audio que dans La Promesse des Ténèbres, où on avait la voix masculine, la voix féminine avec les effets sonores, etc. Là on n'a qu'un seul narrateur, on n'a pas tous les effets sonores qu'on avait dans Autre Monde ou dans La Promesse des Ténèbres, et du coup je suis un peu moins happée dans cette histoire, je vois un peu plus les défauts d'écriture de Maxime Chatham. Après, cette trilogie est sortie dans le début 2000, donc c'est pas non plus, je pense que sa plume a changé et a évolué, j'espère, en 24 ans quand même. Mais voilà, je comprends pourquoi on parle de la trilogie du mal, comme quoi c'est une trilogie phare à avoir lu. Par contre, je trouve pas que ça casse 3 pattes à un canard. C'est des enquêtes assez addictives, assez haletantes, etc. Mais j'avoue que la plume, je préfère Franck Tillier, je préfère les recherches de Franck Tillier. Et voilà, je pense qu'après le dernier tome de Maxime Chatham, c'est Maléfice je crois, je suis pas sûre de relire un Maxime Chatham. Par contre c'est très très gore, c'est très très sanglant. Voilà, moi on m'avait dit que Cédric Cyr, il y avait du sang partout. Je vous avoue que celui-ci, Vindicta, à côté, c'est de la gnognotte, il n'y a pas beaucoup de sang. Là c'est vraiment, faut vraiment avoir le cœur accroché, faut pas avoir trop mangé, mais avoir mangé quand même pour pas dégueuler, parce que niveau sang, niveau gore, niveau morbide, niveau tout, on est servi, vraiment, on est servi. Donc voilà.
Pour l'instant, c'est un que je préfère avec le préquel. Il est au-dessus de l'âme du mal. J'ai hâte de pouvoir lire le tome 3. Je pense que d'ici la fin de l'année, je l'aurai lu. Mais je vais certainement pas lire d'autres Maxime Chatham, à moins qu'il y ait une histoire qui me happe plus. Mais ça sera pas un auteur de thriller que je vais suivre assidûment. De toute façon, j'ai beaucoup de retard chez lui. Et c'est pas le genre de plume que j'aime particulièrement. Et donc, on va continuer avec une romance de Jennifer Armentrout que j'ai depuis un moment. Je suis désolée, je parle du nez, je sais pas pourquoi. Je veux faire vite. Il s'agit de Ombre et Mystère, donc le premier tome envoûté. Il n'était pas du tout question que je lise ce roman, mais il me restait 4-5 jours avant la fin du mois, et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais sortir ça. C'est Jennifer Armentrout, ça se lit bien. En plus, c'est de la romance contemporaine, donc ça se lit bien aussi. Même si j'avais un petit doute avec le titre Ombre et Mystère, mais c'est bien mis comme de la romance contemporaine. Et donc là on va suivre Julia qui va décider de changer de vie et qui va changer de région et qui va accepter un nouveau job d'infirmière. Et elle va être engagée par la famille de Vincent. Et en fait un soir, pour son pot de départ, elle va rencontrer un séduisant jeune homme. Elle va le ramener chez lui. Elle a jamais eu d'histoire depuis qu'elle est plus avec son ex. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avec son ex. Et donc il va se passer ce qui devait se passer. Sauf que elle arrive dans la villa de la riche famille et elle va se rendre compte que un de ses employeurs n'est autre que le jeune homme qu'elle a rencontré, qu'elle a ramené chez lui. Et donc sachant que le jeune homme, Luciane, il l'a fait exprès, il savait très bien que en fait il voulait un peu enquêter sur la personne qui allait venir et ça a un petit peu dérapé en plus. Il a une réputation de grand séducteur, etc. Et elle va être engagée puisque sa sœur jumelle, à Luciane, a été retrouvée après 10 ans de disparition, sauf qu'elle est complètement mutique et il faut que quelqu'un s'occupe d'elle. Voilà. Entre temps, en plus, avant l'arrivée, ils découvrent le corps de leur père, donc du patriarche de Vincent, qui s'est suicidé, sauf qu'il y en a beaucoup qui pensent pas que c'est un suicide mais un meurtre, puisqu'il y a des marques de griffures. Et donc Julia va arriver dans cette maison où les parquets craquent, où il y a une malédiction sur cette famille, et elle va aider tant bien que mal à guérir la sœur jumelle, tout en essayant de ne pas succomber aux avances de Luciane. Et franchement j'ai plutôt bien aimé, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est une romance tout à fait basique, mais avec un fond de malédiction familiale, malédiction autour des femmes de la famille, où toutes les femmes ont un accident, autour du problème psychologique, autour d'un suicide et une enquête du coup, et d'une maison un petit peu hantée. Il lui arrive des petites bricoles au début, et voilà, elle comprend pas ce qui se passe. Il y a 3 frères très particuliers et très différents, ils sont tous très différents. Et donc voilà, ça va être la romance entre... Voilà, ça va être cette histoire-là. J'ai bien aimé, c'est du Jennifer Armentrout, donc ça se lit bien. Il y a une intrigue quand même autour de cette villa, autour de cette famille de Vincent, autour du passé de Julia. Et voilà, c'est pas une romance qui casse 3 pattes à un canard, c'est une romance assez basique. J'ai quand même préféré, je pense, jeu de patience, etc. Mais là, on a un côté un peu plus sombre, un peu plus creepy, un peu plus gothique. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir continuer quand même cette saga. Je pense que je vais enchaîner les tomes. Et on a chaque tome un frère différent. Donc voilà, là on a Luciane. Donc on a la fin de l'histoire entre Julia et Luciane. Mais on va les suivre ensuite dans la suite des tomes, hein, puisque dans tous les cas on suit les frères, donc on va continuer à suivre et l'intrigue va continuer d'un tome à un autre entre la malédiction, entre le meurtre ou le suicide de leur père et la reprise du flambeau familial. Bref, voilà pour ce méga bilan lecture. J'aurais essayé d'être la plus concise mais la plus détaillée quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'aura pas été trop difficile pour vous. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire combien de livres vous avez lus ce mois de juillet. Voilà,
à me dire ce que vous avez lu, si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté, si vous tente. Voilà. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!